Notre groupe a travaillé sur la régulation, réguler pour mieux maîtriser les impacts de l'IA, tenter au moins de maîtriser les impacts de l'IA. Il sera question de pourquoi maîtriser, comment maîtriser. Et donc, le groupe avec lequel nous avons travaillé et les experts aussi qui sont ici et que je vais vous présenter seront... Alors, je commence par les experts. Daniel Fallet, qui est journaliste, anciennement journaliste et conseiller, professeur spécialisé sur la transformation des médias à l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Jessica Hénard, que vous avez tout à l'heure écouté, qui est maître de conférence en droit du numérique à l'Université Toulouse-Capitole. Je vais avoir aussi à mes côtés Rachel Delpierre, qui est ma co-tutrice. Et Rachel Delpierre est une ancienne SEM, donc elle connaît tout à fait cette formule. Et doctorante en droit du numérique et chargée d'enseignement. Axel Thébault, Master 1 Conseil et expertise en action publique à l'IEP. Pablo Gamacho, en L3 AES et Titouan Respail, qui est en L1 IEP. Enfin, Patricia Kozakiewicz, qui est service civique au GREP. Et enfin, moi-même, Annick Momus, co-tutrice et anciennement formatrice à l'ISFEC, qui faisait la formation des enseignants. Voilà, alors je vais céder la parole tout de suite à Rachel Delpierre, qui commence par introduire le sujet. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation très détaillée de mon profil à moi. Alors, pour introduire le propos, l'IA se développe rapidement. Les solutions, les utilisations, elles se multiplient depuis quelques années. Alors, certains voient dans cette technologie une solution pour relever les grands défis de demain, la lutte pour le réchauffement climatique ou alors l'amélioration du bien-être et de la santé. Elle est boostée notamment par la compétitivité entre les entreprises, mais aussi par la recherche constante d'innovation. Aujourd'hui, quand on parle de maîtrise, on va avoir cette idée de garder la main sur quelque chose, garder la main sur les solutions d'intelligence artificielle. On l'entend vraiment, il faut, ça c'est quelque chose, moi je suis arrivée un peu en retard, j'imagine qu'on l'a dit ce matin, mais il faut dépersonnifier l'intelligence artificielle, il faut lui reprendre ce côté humain qu'on lui donne, notamment dans la régulation, parce qu'on ne régule pas une intelligence artificielle. Une intelligence artificielle, c'est un ensemble de personnes, des entreprises et des solutions, et pas des Terminators, pour que l'image soit claire. Alors, nous, on a utilisé le terme de régulation dans un sens courant. On a une équipe qui n'est pas composée de juristes. On a utilisé le terme pour définir un peu cet ensemble de solutions. La régulation dans un sens de tous les jours, c'est plutôt comment corriger un système pour qu'il fonctionne mieux ou qu'il recommence à fonctionner comme il faut. On a dans cette régulation des règles, des normes éthiques. On a aussi du droit dur, des règles punissables, strictes. On a aussi du droit souple, des solutions qui sont plutôt incitatives ou alors d'autodiscipline. Et on a aussi des initiatives qui sont privées ou collectives, civiles. Alors, pour protéger les individus, les droits fondamentaux et les libertés, on a un ensemble de chercheurs qui appellent à pas s'inquiéter, mais à réfléchir à une hygiène cognitive, une boussole éthique qui permettrait de traverser tout ce champ d'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, les étudiants ils vont vous présenter certains des grands enjeux aujourd'hui qui sont posés par l'intelligence artificielle. Dans un premier temps, ce sera pourquoi réguler et ensuite ce sera comment réguler avant de conclure. Voilà. Et je passe la parole à Titouan. Bonjour. Alors, quand on a commencé à travailler sur pourquoi réguler l'intelligence artificielle, on s'est assez vite rendu compte, ça nous a pris d'ailleurs pas mal de temps, qu'il y avait de nombreux enjeux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par enjeu? On entend un ensemble de risques et d'opportunités. On a de nombreux domaines comme le militaire, la culture ou encore la démocratie. Et on a choisi, nous, pour ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur un petit échantillon de domaines que je vais vous présenter, qui sont l'environnement, le monde du travail et la santé. Je vais d'ailleurs moi-même commencer par vous parler de l'environnement. Alors l'environnement, comme vous le savez sans aucun doute, c'est l'un des plus grands enjeux de notre époque.
Et dans cette optique, on peut trouver une intelligence artificielle qui est à double tranchant. En effet, il y a des risques assez importants liés à la technologie que demande une intelligence artificielle qui est de plus en plus utilisée dans le monde. Car pour faire fonctionner l'intelligence artificielle, on a besoin d'énormément de stockage informatique et on a également besoin de serveurs pour permettre une puissance de calcul assez infinie nécessaire pour faire fonctionner l'intelligence artificielle. Vous l'avez compris, ça nécessite donc beaucoup de matériel informatique et la production de ce matériel informatique est forcément un danger pour l'environnement car elle demande l'extraction de métaux rares et polluants comme le silicium par exemple. De plus, l'utilisation de ce matériel informatique, en plus de demander de l'énergie, donc de l'électricité pour le faire fonctionner, rejette beaucoup de CO2. Par exemple, simplement l'entraînement de ChatGPT-3 a émané plus de 552 tonnes de CO2, ce qui est assez colossal. Pour bien faire fonctionner ces centres de données, il faut aussi les refroidir. Ça demande donc énormément d'eau. Et on a pu remarquer que la consommation d'eau de Microsoft, par exemple, augmente environ tous les ans depuis 2020 de 40%, ce qui est tout aussi important. De l'autre côté, on a une IA qui peut être une grande opportunité pour le domaine de l'environnement, car elle pourrait nous aider à trouver des solutions à tous les enjeux liés au réchauffement climatique. En effet, elle pourrait permettre de réguler les environnements. Elle est d'ailleurs utilisée aujourd'hui dans l'agriculture pour aider à mieux comprendre, grâce à la prise d'informations qu'elle peut permettre et son analyse, mieux comprendre comment faire pousser les plantes, par exemple, tout simplement. Et donc, elle pourrait être utilisée pour permettre une meilleure gestion de la biodiversité et des différents environnements et nous aider dans ce cadre-là. Les possibilités d'usage sont d'ailleurs assez infinies au vu du potentiel que nous réserve l'intelligence artificielle. On va donc passer au monde du travail. Je vais laisser Pablo vous en parler. Alors bonjour à tous et à toutes. Je voudrais discuter d'une question cruciale qui se pose de plus en plus dans le domaine de l'emploi, la discrimination à l'embauche alimentée par les systèmes d'intelligence artificielle. Félicien Vallée, chef du département IA de la CNIL, nous met en garde contre les tendances des systèmes d'IA à générer et amplifier des biais discriminatoires. Ces biais peuvent se manifester de différentes manières, que ce soit dans l'analyse automatique de CV, où certains genres sont favorisés, ou dans le diagnostic médical, où la précision peut varier en fonction de l'origine ethnique des patients. De plus, ces systèmes peuvent susciter des soupçons de fraude basés sur le lieu de résidence ou conduire à des erreurs d'identification en raison de la couleur de peau sur des images. Il est essentiel de comprendre que les systèmes d'IA ne créent pas intrinsèquement ces préjugés, mais ils peuvent les refléter ou les amplifier s'ils sont entraînés sur des ensembles de données contenant des biais discriminatoires. Un exemple concret de ce phénomène est survenu en 2018 avec Amazon, critiqué pour avoir mis en place un système d'IA basé sur des données de CV majoritairement masculins, discriminant ainsi les candidates. Cela soulève la question fondamentale de la conception et de la formation des systèmes d'IA. Sans une conception et une formation adéquates, ces systèmes risquent de perpétuer des préjugés et des stéréotypes, aggravant ainsi les inégalités existantes. Pourtant, selon certains chercheurs, il y a de l'espoir. En adoptant des normes éthiques strictes et intégrant une supervision humaine dans le processus de prise de décision finale, les systèmes d'IA peuvent être bénéfiques pour l'efficacité dans l'analyse des CV et des candidatures, tout en minimisant les risques de discrimination. Pour conclure, pour surmonter les défis de la discrimination à l'embauche par les systèmes d'IA, il est impératif de reconnaître la diversité des biais possibles et d'adopter une approche globale qui garantisse une équité véritable dans les décisions automatisées. Donc, je vais donc laisser la parole à Monsieur Fallet pour répondre à la question: quel est l'impact de l'IA dans le métier de journaliste? Ça marche, ça? Oui, ça marche, très bien. Alors, bonjour à tous. En fait, l'application dans le métier du journalisme, notamment d'abord l'IA dans l'édition, parce qu'on va parler des médias traditionnels, la presse en particulier, existe depuis déjà une bonne quinzaine d'années. On automatise par exemple les résultats sportifs, la bourse évidemment, on parlait tout à l'heure de la météo, et ça va continuer en tout cas dans ce sens, ça va permettre d'accroître la productivité des journalistes. On sera davantage finalement sur le terrain, il y aura davantage d'enquêtes et de reportages. Et au lieu de continuer sur une prose, j'ai là ma petite boîte que tout le monde a. On a un groupe sur WhatsApp de plusieurs journalistes, quatre coins de la planète, ça va du Mexique en Asie, etc. Et chaque jour, pratiquement, on échange des idées, comment on travaille, comment on peut faire, etc. Et je voulais justement vous lire un message que nous a adressé hier un de mes confrères qui est à Genève. Il travaille pour la Tribune de Genève et 24 heures, qui est basé à Lausanne.
Et il nous dit comment il travaille sur un projet qu'il a depuis quelques semaines. Voilà, donc il nous explique, je me suis dit qu'une idée sympa serait de réussir à identifier les belles histoires et les bonnes nouvelles récentes que les journalistes publient pour en faire une sorte de compile, d'accord, avec les bonnes nouvelles de la semaine, etc. Pour l'instant, donc, il nous explique rien de bien complexe. Sauf que ça se corse, donc comment faire finalement pour identifier tous ces articles, d'accord, comment faire pour identifier les bonnes nouvelles. Donc, on parle à peu près il nous explique à peu près de 500 articles par média, par journal, d'accord, et par semaine. Et le risque serait évidemment d'y passer un temps infini. Vous pensez bien que récupérer toutes ces données, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années. Et c'est là que l'IA nous fait gagner un temps fou. Étape 1, il nous explique, je récupère la liste des articles publiés durant les 2 dernières semaines, il y a à peu près 1 millier d'articles, dans un tableau de Google Spreadsheet. Étape 2, il utilise un GPT pour le cheat. Attention, il n'y a pas que ChatGPT. Nous, on travaille en ce moment on travaille plutôt avec Claude 3, qui est une autre variante d'IA générative. Donc, il va travailler avec Wedo Data, qui a publié d'ailleurs un tuto, et il va rentrer un prompt. Le prompt, c'est les instructions qu'il va donner à l'IA sur l'ensemble du corps de texte. Il lui demande donc d'extraire 3 émotions qui caractérisent le mieux chaque contenu. Pour être très précis en fait dans les demandes, plus vous êtes précis, mieux ce sera. Donc le prompt, le voici, je le résume un peu. Donc il donne une instruction à l'IA. Je suis rédacteur en chef à Genève, en Suisse, et je cherche à publier une sélection de bonnes nouvelles, d'histoires optimistes, d'initiatives constructives et de rencontres inspirantes. Donne-moi un score de positivité pour ce type de contenu sur une échelle de 0 à 100. Troisièmement, je tire mon tableau sur la colonne score de positivité de manière décroissante et, comme il me le dit, bim bam boum, j'ai mes papiers, feel good, qui ressortent et je n'ai plus qu'à faire mon marché pour réaliser ma compilation. Donc voilà, le résultat est assez, il nous le dit, il est assez bluffant et peut évidemment être automatisé chaque semaine. Donc sur les 20 premiers articles, il nous dit qu'il y a seulement 2 ou 3 erreurs et que, bon, il faut évidemment repérer toujours avec l'œil humain les titres, etc. De toute façon, nous, en tant que journalistes sur l'IA, vérifier les sources, on est là pour vérifier sans arrêt, en fait. C'est notre métier, c'est la base même du journalisme. Donc voilà, simplement pour résumer cette pratique, c'est ça. Ça va nous permettre de gagner du temps. Je vais en terminer un peu là-dessus. Souvenez-vous des Panama Papers. Il y a un consortium de journalistes internationaux qui ont travaillé pendant des années. Je me souviens de 3 ans, ce n'est pas plus, à éplucher à peu près 200 000 documents. Eh bien aujourd'hui, il y a dernièrement une affaire sur l'île Maurice, les Mauritius Papers, on pourrait appeler. Et donc, les journaux américains, ils ont travaillé sur 200 000 documents, mais ça a duré quoi? Je dirais pas une journée, mais une grosse journée, une journée et demie, quoi, à peu près, pour récupérer toutes ces données sur les revenus des uns et des autres, la fiscalité, etc. Donc, ça va nous permettre, nous, en tout cas, en tant que journalistes, de mieux travailler plus rapidement et d'améliorer finalement notre productivité. Voilà ce que je voulais dire, un petit peu l'impact qu'il peut y avoir, en tout cas, dans notre métier. Alors, merci Monsieur Fallet pour cette intervention. Maintenant, si on fait un focus sur l'enjeu que représente le domaine de la santé au regard de l'utilisation qui est faite de l'IA, on remarque tout d'abord l'existence de risques, parmi lesquels l'exposition aux violations de données. Donc, en effet, l'IA est désormais utilisée pour diagnostiquer le cancer, découvrir des maladies et des anomalies à l'aide de radiographies et de scanners, et pour analyser les données de santé des patients. Par conséquent, plus nous nous appuyons sur l'IA pour suivre et contrôler la santé des personnes, plus les informations hautement sensibles sont stockées et traitées numériquement. Cette utilisation présente un risque de contrevenir à l'éthique et nous rend naturellement vulnérables aux cyberattaques, notamment qui touchent assez fréquemment nos hôpitaux. Aussi, le recours à la technologie dont l'IA dans les prestations de soins risque de limiter les rencontres entre le médecin et le patient, grâce auxquelles normalement se crée habituellement par la confiance cette proximité qui est nécessaire en fait à la relation entre médecin et patient. Donc du coup, ce fonctionnement risquerait à terme de déshumaniser le processus de soins et d'en impacter leur qualité. Ensuite, selon Jean-Emmanuel Bibeau, qui est à la fois professeur en oncologie
et radiothérapie et en même temps chercheur en intelligence artificielle, l'efficacité de l'IA dépend grandement de la qualité des données avec lesquelles elle est créée. Or, si les jeux de données ne reflètent pas fidèlement la population ou comportent des anomalies, les conclusions de l'IA peuvent être erronées et générer des discriminations. Néanmoins, l'IA représente une opportunité pour le domaine de la santé. Donc, en effet, dans son rapport mondial sur l'IA, l'OMS déclare que l'intelligence artificielle peut servir, comme c'est déjà le cas dans les pays les plus riches, à améliorer la rapidité et la précision du diagnostic et du dépistage des maladies. Elle aide aussi à faciliter les soins cliniques, à personnaliser les traitements, à renforcer la recherche dans le domaine de la santé et la mise au point de médicaments et traitements innovants, notamment par sa capacité à traiter rapidement un vaste ensemble de données, ainsi qu'à soutenir diverses interventions de santé publique, comme la surveillance et la prévention des maladies en identifiant les populations à haut risque, la riposte aux flambées épidémiques et la gestion des systèmes de santé. Donc finalement, l'IA pourrait également permettre aux patients de mieux maîtriser leurs soins de santé dont ils bénéficient et de mieux comprendre l'évolution de leurs besoins. Elle pourrait faciliter l'accès aux services de santé dans les pays disposant de peu de ressources et dans les communautés rurales où les patients peinent souvent à accéder aux agents de santé ou au personnel médical. Donc maintenant, on va passer au grand 2. Donc, on s'est posé la question de comment réguler l'IA. Donc, on va évoquer tout d'abord le droit dur, les règles de droit. Ensuite, on va évoquer l'objet de cette régulation et ce que ça recouvre. On va ensuite passer au droit souple et aux initiatives d'autorégulation. Donc, maintenant, je vais passer la main à Pablo qui va vous parler de l'IA Act. Donc, l'intelligence artificielle, au cœur de l'innovation et de la régulation, suscite aujourd'hui un intérêt sans précédent. Pourtant, son développement nécessite une réglementation adéquate afin de prévenir d'éventuelles dérives, tout en stimulant son évolution. C'est dans cette perspective que l'Union européenne a entrepris d'encadrer l'intelligence artificielle à travers l'IA Act. En 2021, la Commission européenne a proposé un règlement au Parlement européen et au Conseil visant à uniformiser les règles régissant l'intelligence artificielle. En décembre 2023, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont conclu un accord sur ce texte qui deviendra la première loi européenne sur l'intelligence artificielle. Selon l'IA Act, 4 catégories ont été définies. Tout d'abord, certaines utilisations de l'IA sont tout simplement interdites, telles que la notation citoyenne, la surveillance de masse ou toute autre IA qui porterait atteinte aux droits et libertés. Ensuite, il y a les IA considérées à haut risque, auxquelles des règles spéciales s'imposent, incluant des mesures de surveillance et une conception transparente, et des procédures de validation rigoureuses pour les données utilisées. Ensuite, viennent les IA présentant des risques limités, tels que les systèmes interactifs influençant sur les émotions humaines ou les deepfakes. Et enfin, les IA à faible risque, englobant toutes les autres utilisations. Pour les IA génératives, une plus grande transparence est exigée concernant les algorithmes et les gigantesques bases de données utilisées. De plus, des règles seront instaurées pour éviter les violations de droits d'auteur, les développeurs devant s'assurer que les contenus générés soient clairement identifiés comme artificiels. Les systèmes d'IA qui se conforment à ces exigences seront éligibles pour obtenir la certification conformité européenne et pourront circuler librement sur le marché européen. Si ces règles ne sont pas respectées, des sanctions allant jusqu'à 7% du chiffre d'affaires et un maximum de 35 millions d'euros pourront être appliquées. Récemment, l'IA Act a été adopté après de vastes discussions au sein de l'Union européenne. Cependant, le délai jusqu'à son entrée en vigueur en 2026 soulève des interrogations quant à sa pertinence future. Avec l'évolution rapide des technologies d'IA, il est légitime de se demander si l'IA Act restera adapté et efficace pour réguler un domaine en constante évolution. Je passe donc la parole à Rachel. Alors, on s'est aussi intéressé à qu'est-ce qu'on régule au sein même de la réglementation. Alors, on s'est rendu compte que pour les IA les plus risqués, les usages et les technologies sont très bien encadrés. Et on s'est aussi posé la question de savoir est-ce que les usages courants de génération d'images, de génération de textes sont eux aussi très bien encadrés. Et dans cette réglementation, on retrouve des notions sur les textes générés par intelligence artificielle ou sur les images générées aussi par intelligence artificielle. Et on s'est rendu compte que
il y a des obligations de transparence. Pour les images générées par IA, il va y avoir une obligation de préciser que l'image a été générée par une intelligence artificielle ou les vidéos. Et on a aussi mention dans le texte, par exemple, pour les professions comme les professions de journalistes, si je ne me trompe pas, une obligation de mention que les textes ont été générés par intelligence artificielle, sauf si il y a une validation du texte par l'éditeur, relecture, validation et prise de responsabilité par l'éditeur. Alors, il y a vraiment une volonté de transparence et elle est très importante. Cependant, on s'est aussi posé la question de est-ce que des IA peu risquées en termes de technologie ne peuvent pas avoir des usages qui les rendent très impactantes pour les individus. On a l'exemple, par exemple, des images qui sont générées, les images de défunts qui sont générées par les intelligences artificielles. Aujourd'hui, c'est le genre d'intelligence qui inquiète les professionnels de santé parce qu'elles remettent en question les processus de deuil, par exemple, et elles viennent chambouler les individus. Alors là, je ne crois pas que dans les textes, ce genre d'usage est encore bien régulé, mais on espère et on croit que cette régulation, elle va se faire déjà en partie de manière éthique. Les gens vont peut-être se limiter à certains cas, à ceux qui le veulent, et pas de générer des images de défunts sans la volonté des proches, par exemple. Et voilà, le droit souple, le droit dur, il est très important. Il pose un premier cadre strict pour réguler l'intelligence artificielle et on va avoir des solutions de droit souple qui vont suivre pour essayer aussi d'encadrer les autres usages qui ne sont pas forcément encore réglementés, comme par exemple les usages militaires qui sont exclus, par exemple, de l'IA Act. Et on va le voir dans juste un petit peu après. Voilà. Alors, à l'échelle internationale, on a plusieurs propositions de régulation, mais pour l'instant, elles s'inscrivent uniquement dans une optique de droit souple. Je vais commencer par vous parler notamment de celle proposée par l'OCDE, qui a d'ailleurs volonté d'inscrire cela dans le droit dur plus tard. Pour rappel, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, réunit 30 pays parmi les plus industrialisés et en moyenne parmi les plus riches. En 2019, l'OCDE a permis l'adoption entre membres signataires, bien sûr, de principes régissant l'utilisation de l'IA et dans le développement économique, du coup, avec la signature de la recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle. Il s'agit donc de recommandations concrètes pour l'élaboration de politiques publiques. L'objectif de l'OCDE, c'est que cela s'internationalise et que ce soit applicable dans le monde entier. Pour cela, ils ont d'ailleurs mis en place une définition commune à tous les États pour faire avancer plus rapidement les régulations, car cela permettrait une interopérabilité des juridictions. Donc on voit là un premier exemple. On a aussi l'exemple de l'OTAN, pour revenir au domaine militaire, comme Rachel vient de le dire. Pour rappel, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord permet la coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense, et donc permet de mettre en commun la recherche scientifique dans le domaine militaire entre les pays signataires de l'OTAN. Alors, il voit l'intelligence artificielle sous l'angle du coup de son utilisation militaire et cherche en partie à en exploiter tout son potentiel. Ils ont pour autant mis en place des principes éthiques qui ont été donc ratifiés par tous les membres signataires pour créer des normes afin de prévenir l'utilisation malveillante de l'intelligence artificielle, que ce soit par des acteurs étatiques ou par des acteurs non étatiques. Oui, car l'IA peut être, par exemple, intégrée à des robots ou à des machines auxquelles on transférerait alors la capacité de décision militaire. Donc les dangers sont assez conséquents, notamment avec le transfert de la capacité de décision de procéder à une élimination, par exemple. La volonté de l'OTAN est d'inscrire cela dans le droit international. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Et on peut donner déjà quelques limites à cette intervention de l'OTAN dans le cadre de la régulation de l'intelligence artificielle, car elle garde, et le décrit assez facilement, une priorité à l'innovation militaire, car elle souhaite avant tout conserver une avance technologique sur les pays qui ne seraient pas signataires de l'OTAN. Donc on voit là quelques limites à cela. Je vais laisser la parole à Axel pour vous parler de la Déclaration de Montréal, un autre exemple de droit souple.
Alors, du coup, maintenant, en termes de régulation par le droit souple, on peut citer donc la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'intelligence artificielle. Donc, en effet, c'est une initiative de l'Université de Montréal qui a pour objectif de mettre le développement de l'IA au service de bien-être de tout un chacun et d'orienter le changement social en élaborant des recommandations ayant une forte légitimité démocratique. Donc, la rédaction de la Déclaration de Montréal est le fruit d'un travail d'une équipe scientifique pluridisciplinaire et interuniversitaire qui s'appuie sur un processus délibératif inclusif et qui met en dialogue citoyens, experts, responsables publics, parties prenantes de l'industrie ou encore des organisations de la société civile et des ordres professionnels. Donc, la Déclaration de Montréal poursuit 3 objectifs. Donc, premièrement, l'élaboration d'un cadre éthique pour le développement et le déploiement de l'IA. Ensuite, l'orientation de la transition numérique afin qu'elle puisse bénéficier à tous. Et enfin, l'ouverture d'un dialogue national et international afin de réussir collectivement un développement inclusif, équitable et écologiquement soutenable. Donc, cette déclaration énonce en tout 10 principes à respecter, tels que le bien-être, le respect de l'autonomie, la protection de l'intimité et de la vie privée, ou encore la solidarité et la participation démocratique, l'équité, et enfin l'inclusion de la diversité, la prudence, la responsabilité et le développement soutenable. Donc, enfin, la portée de cette déclaration, qui a été traduite en plusieurs langues, ne se résume pas à Montréal, mais s'adresse plus globalement aux responsables politiques, ainsi qu'à toute personne, toute organisation de la société civile et toute compagnie désireuse de participer au développement de l'IA de manière responsable et de s'engager pour une utilisation de l'intelligence artificielle se conformant aux principes édictés. Donc, ce qui s'apparente finalement à une norme de droit souple, mais qui tient néanmoins plus d'une initiative collective. Donc, la diffusion de cette déclaration a débuté dès son adoption fin 2018 et est mentionnée au niveau international dans des rapports de l'OCDE ou encore de l'UNESCO. Donc, maintenant, on va évoquer les exemples, les initiatives d'autorégulation, notamment par les contrats, et je vais laisser la parole à Monsieur Fallet pour cette partie. Oui. On a récemment, je recommence. On a récemment pu voir un accord entre la revue Le Monde et OpenAI. Que doit-on penser de cet accord et doit-on s'attendre à d'autres régulations par le contrat? Alors effectivement, il y a à peine une semaine, on a appris que OpenAI avait signé avec le quotidien Le Monde. Vous connaissez, alors c'est pas le seul accord. En fait, le premier éditeur à avoir signé un accord avec OpenAI. Donc OpenAI, je rappelle, c'est donc la plateforme qui gère ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4. Bientôt, on annonce déjà ChatGPT 5. Bref, donc le premier éditeur, c'est Axel Springer en Allemagne qui a signé. Là, Axel Springer, juste pour votre information, c'est l'éditeur du Bild, quotidien populaire allemand, et puis du Spiegel, entre autres. Ça a été une surprise quand même, il faut dire ce qu'il est dans le monde de l'édition. Donc Le Monde, et puis il y a d'autres, il y a le groupe Prisa aussi en Espagne qui a signé également la semaine dernière. Prisa, pour info, c'est l'éditeur du quotidien espagnol El País, entre autres, parce que c'est un groupe Prisa, c'est un groupe énorme en Espagne, la télévision, la radio, presse magazine, etc. Bref, donc on voit qu'il y a effectivement un souci. Pour nous, en tout cas, on trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que ce qu'on appelle l'IA générative, ce souci de la qualité, finalement, de la qualité de son entraînement, puisque l'IA générative, c'est un modèle de langage qui est basé sur l'entraînement, il faut l'entraîner. Donc, son idée, c'est de pouvoir utiliser le contenu de certains médias donc, pour pouvoir améliorer donc, ces contenus. Alors, quand on interroge, alors Louis Dreyfus, qu'on a essayé d'avoir, il a répondu à une interview d'ailleurs dans le quotidien Le Temps de Genève, il explique qu'ils veulent surtout éviter de refaire les erreurs du passé. C'est quoi les erreurs du passé? Il faut bien savoir que la presse, enfin les médias dits traditionnels, que ce soit alors évidemment la presse écrite en particulier, il y a la radio et la télévision aussi derrière. La radio maintenant est dépassée par le podcast et la télévision dite linéaire aujourd'hui par le streaming. Vous savez tous ce que c'est. Vous regardez une série, un feuilleton, un film à l'heure que vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez, etc. Bref, donc c'est d'éviter de ce qu'ils ont fait. La presse écrite, en tout cas, en particulier, a vraiment loupé le numérique. C'est vraiment un accident industriel pour les médias, les éditeurs en règle générale. On s'est fait piller par Google depuis une vingtaine d'années le contenu. Quand
vous vous levez le matin, hein, vous avez dans votre petite boîte, vous allez sur Google News, etc. Vous avez de l'information gratuite, sauf peut-être que certains payent, sont abonnés à certains médias, mais l'information, vous l'avez plutôt en règle générale gratuitement. Mais l'information n'est pas gratuite. Il y a les journalistes qui travaillent. Je vais prendre un exemple rapide. J'évoquais des savoirs jeudi soir. Si je prends le cas d'ailleurs du Monde, les reporters, les grands reporters qui sont en Ukraine, ils sont assurés tous les jours. Et quand on interroge le rédacteur en chef du Monde, il nous explique que chaque reporter, ça coûte 10 000 euros par jour d'assurance, de casque de protection, de gilet pare-balles, de voitures blindées, de fixeurs. Il faut payer les fixeurs. Donc ça coûte de l'argent. Les gens ne se rendent pas compte. Les journalistes ne travaillent pas gratuitement. Qui veut travailler gratuitement ici? S'il y a des gens qui veulent travailler gratuitement, vous viendrez me voir après la conférence. J'ai 2-3 choses à vous proposer. Bref, voilà, je veux dire que tout ça, c'est un coût. Donc, depuis peu de temps, depuis, on va dire, je crois que ça date de 2017, les éditeurs ont quand même réussi à faire payer ces plateformes, que ce soit Google, Facebook, etc. Et donc, depuis, il y a ce qu'on appelle les droits voisins, où Google commence à payer. Donc, je crois que Le Monde, d'ailleurs, je le cite souvent parce que c'est le seul à peu près que je connaisse, doit récupérer entre 2 ou 3 millions par an de droits voisins, c'est-à-dire que Google paye. Mais ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a appris encore que ce matin que Google s'est fait épingler une fois de plus par l'Union européenne pour avoir pillé du contenu. Donc, pour revenir à l'accord avec OpenAI, c'est ça, c'est que les éditeurs se disent on prend les devants, et au lieu de se faire piller, parce qu'ils pensent que d'une manière ou d'une autre, les IA génératives vont servir de leur contenu, autant signer un accord qui va nous rémunérer. Et l'accord, il est là avec Le Monde. En fait, il y a une rémunération qui est faite en échange de l'utilisation du contenu. Alors attention, dans l'accord, il est bien précisé qu'il est interdit de retranscrire les articles du Monde. Bien évidemment, on va imposer à OpenAI de citer Le Monde et de proposer des liens à chaque fois vers le site du quotidien. C'est-à-dire que pour ceux qui utilisent ChatGPT fort ou 3.5, mais plutôt fort, 4, donc la version 4, payante, vous aurez enfin la source. Jusqu'à maintenant, il n'y en a qu'un qui faisait, en termes de modèle de langage, il n'y a que Perplexity, hein, c'est un autre modèle de langage équivalent de ChatGPT, qui est un peu plus performant, mais au moins il citait les sources. À la fin de votre prompt, des résultats, vous aviez toutes les sources. Là, on va enfin avoir ce système. Donc, en échange, effectivement, OpenAI dispose du droit d'utiliser les contenus pour entraîner ces modèles de langage. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, justement, c'est les droits d'auteur, les droits d'auteur des journalistes qui vont être respectés et qui vont être donc rémunérés. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quelle est la valorisation de ce contenu. On apprend en fouillant un peu, parce qu'on a du mal à avoir des chiffres, qu'OpenAI devrait dépenser entre 4 et 20 millions de dollars par an de droits d'auteur. C'est quand même pas beaucoup. Hein. Par rapport à là, c'est une paille, quoi, je veux dire. Donc, on ne connaît pas vraiment ce que Le Monde va gagner avec ça. Est-ce que c'est vraiment une opération gagnant-gagnant? Alors, à noter quand même une chose très importante également, c'est que Le Monde et le patron Louis Dreyfus expliquent que l'objectif, c'est d'améliorer l'audience du titre, mais également de réfléchir à créer pour Le Monde, au sein de la rédaction, son propre système de modèle de langage. Et on y est. Il y a des rédactions en Allemagne qui commencent à réfléchir à ça. Et la dernière nouvelle, je vous le donne en primeur, si j'ose dire, c'est que Reporters sans frontières veut lancer son propre modèle de langage qui devrait s'appeler d'ailleurs Spinoza. Donc, vous voyez, on réfléchit à être finalement indépendant par rapport à tous ces opérateurs, que ce soit donc OpenAI, Perplexity, parce que Le Monde, évidemment, a l'intention de signer avec tous les modèles de langage. Hein. Il y a Perplexity, vous avez, j'en ai parlé tout à l'heure, Claude 3, etc. Leur objectif, il est là. Hein. C'est pas signé qu'avec un seul. Mais il n'y a pas d'exclusivité avec OpenAI, c'est un petit peu le résultat de l'accord. Donc, on se félicite plutôt de la bonne chose par rapport à, on espère avoir la qualité effectivement des résultats qu'on pourra avoir de ces modèles de langage. Maintenant, il faut rester quand même très prudent sur la rémunération et la protection des droits d'auteur. Voilà ce que je pouvais dire sur cet accord. Ce qu'on en sait en tout cas. Alors, merci à M. Fallet. À présent, on va donc voir différentes initiatives de régulation de l'intelligence artificielle. Donc, un exemple d'initiative pour réguler l'intelligence artificielle sont des groupes activistes tels que Fight for the Future, qui se mobilisent pour dénoncer les dangers inhérents à l'utilisation généralisée
de la reconnaissance faciale. L'IA intervient dans le processus de reconnaissance faciale en utilisant des algorithmes de traitement d'images et d'apprentissage automatique pour analyser et comparer les caractéristiques faciales extraites des images avec une base de données afin d'identifier des individus ou de détecter des similitudes. Ces initiatives ont pris de l'ampleur ces dernières années avec des campagnes de sensibilisation et de boycott visant à attirer l'attention du public sur les risques potentiels associés à cette technologie. En effet, des manifestations, des pétitions en ligne, des campagnes de médias sociaux et des événements de sensibilisation ont été organisés par Fight for the Future et d'autres groupes similaires. Ces actions visent à informer le public sur les menaces pesant sur la vie privée, la liberté d'expression et la discrimination découlant de l'utilisation de la reconnaissance faciale. Je passe donc la parole à Axel pour présenter une autre initiative de régulation. Alors du coup, comme autre exemple d'autorégulation fondée sur une initiative collective, on peut évoquer la mobilisation des artistes qui se révoltent contre les œuvres d'art générées par l'IA, notamment sur le site de Portfolio ArtStation, et qui inondent la plateforme d'images portant le message « Non aux images générées par l'IA ». En effet, cet appel au boycott émane de nombreux artistes qui appellent le public à boycotter les œuvres d'art générées par l'IA et par les générateurs d'art basés sur l'IA pour éviter la tentation de la gratification rapide et de la personnalisation de l'image afin de soutenir l'éthique des artistes. Donc, en effet, les outils de génération d'images basés sur l'intelligence artificielle ont été fortement critiqués par les artistes parce qu'ils sont formés sur des œuvres d'art créées par l'homme et récupérées sur le web et qu'ils remixent ou même qu'ils les copient fidèlement sans les attribuer. Donc, on peut citer des sites d'images de stock tels que Shutterstock et Getty Images qui ont déjà interdit le téléchargement et la vente d'images générées par l'IA en raison de problèmes de droit d'auteur. Cependant, comme la vitesse d'innovation de l'IA dépasse la capacité des législateurs à suivre les politiques de droit d'auteur, les artistes ont pris sur eux la liberté d'avertir le public des conséquences de l'art de l'IA. Donc, de nombreux artistes s'accordent à dire que l'art de l'IA est un outil puissant qui peut servir de référence ou d'inspiration même, mais qu'il ne doit pas être utilisé à des fins lucratives ou être encensé de la même manière que l'art humain. Donc maintenant, je vais passer la main à Titouan qui va vous parler des moratoires. Je vais revenir rapidement sur le moratoire qui a été évoqué par Jessica Hénard dans l'introduction. Alors, dans une lettre ouverte parue le 28 mars, un millier d'experts, dont Elon Musk, demandent la suspension pour 6 mois des recherches sur l'intelligence artificielle au nom des dangers qu'elle représente pour l'humanité et pour permettre de mettre en place une régulation plus facilement. Ça n'a pas donné de suite, mais on peut quand même s'interroger, car comme le dit Yannick Meneur, magistrat et maître de conférence à Strasbourg, il faut faire attention à cette initiative, car on peut légitimement penser qu'il y aurait des intérêts commerciaux, au vu de certains noms des signataires, notamment Elon Musk, derrière cette initiative. De plus, on retrouve l'idée de pompiers pyromanes, comme quoi les personnes qui auraient passé leur temps à différer des réglementations contraignantes chercheraient maintenant à éteindre le feu qu'ils auraient eux-mêmes créé. Donc cela peut interroger sur la validité de ce projet. Et je vais laisser Rachel Delpierre pour conclure. Je conclue rapidement parce que je crois qu'on est juste à l'heure. Alors, pour commencer par une citation d'Aurélien Barraud, qui est astrophysicien et professeur à l'Université de Grenoble, la science serait, selon lui, sur la brèche. Elle implore aujourd'hui d'être pensée et non plus seulement d'être utilisée. Aujourd'hui, il y a une volonté claire de la part des scientifiques et de la part des gouvernements d'impliquer l'éthique dans les décisions et notamment les décisions en matière d'intelligence artificielle. Encadrer strictement les IA à haut risque et interdire les IA qu'il ne faut pas utiliser. À l'échelle mondiale, si on prend à l'échelle européenne, on a l'IA Act qui a été adopté il y a très peu de temps et c'est un texte pionnier et très important à l'échelle mondiale. Mais quand on regarde par exemple aux États-Unis, on se rend compte qu'en 2023, il y a eu 190 propositions pour des lois sur l'intelligence artificielle, mais seulement 14 qui ont été adoptées. Donc, le droit dur, il est en mouvement. L'Europe, elle est avancée en matière de réglementation, mais il faut aussi que le reste du monde suive le mouvement. On a des exemples, par exemple au Japon, il y a eu la première condamnation en matière de droit d'auteur d'intelligence artificielle, une entreprise qui a été condamnée pour le vol je crois que c'est une figurine, parce qu'elle avait été copiée. Voilà. En fait, elle s'est entraînée à base de modèles d'autres sociétés et elle a été condamnée.
Donc, on est sur la bonne voie en matière de droit dur. On a des solutions de droit souple qui sont en train de se multiplier. Mais il faut se dire que on aimerait atteindre le moment où il y aurait plus que du positif. Alors, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu utopique, voilà, pour l'instant, d'atteindre le moment où il y aura que des impacts positifs et plus d'impacts négatifs. Mais le but de cette régulation, c'est d'atteindre le moment où en fait les risques vont se minimiser pour quand même permettre d'avoir des innovations. Parce que quand on voit les innovations en santé, les innovations climatiques, on se rend compte que c'est important de réguler. Alors, on s'est on voit que on est en bonne voie. Les contrats négociés, les chartes éthiques, le droit, là même la remise en question de certains pompiers pyromanes, pour reprendre les propos de Titouan, et une solution. On est sur une régulation qui se met en place, alors une réglementation, un encadrement. Et on pense aussi qu'il n'y aura pas de maîtrise de l'IA sans la compréhension globale de celle-ci et donc sans éducation. Pour savoir, pour comprendre, il faut savoir. Et pour savoir, et pour agir, il faut être éduqué aussi à l'intelligence artificielle et comprendre. Voilà. Maintenant, nous souhaitons poser 2 questions à Madame Jessica Hénard. La première, quel est selon vous l'avenir de la régulation de l'IA? Pensez-vous qu'on pourrait avoir une sorte d'IA Act au plan mondial sur le modèle de l'IA Act européen? Je vais lui laisser la parole. Merci pour ces questions. Alors, je tiens à dire que les questions que vous me posez sont complexes, parce qu'il me faudrait une boule de cristal en réalité pour pouvoir répondre, et ce d'autant plus, comme on l'a dit depuis ce matin, que la technologie, elle avance très très vite et que le droit a quand même une tendance à tenter de la suivre pour réguler la société. Et d'ailleurs, on a un exemple très, très frappant de ce manque d'anticipation du droit quelquefois sur la technologie avec la proposition de règlement qui a été publiée par la Commission européenne, donc c'est ce fameux EIA Act, qui est encore une proposition qui n'est pas encore adoptée définitivement, donc qui a été déposé par la Commission européenne en 2021 et qui n'avait pas du tout anticipé l'arrivée d'un chat GPT tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc il n'y avait rien dans le texte en 2021. Chat GPT sort en 2022. C'est un tsunami pour nous, autant le dire. Et on intègre, enfin le législateur européen intègre tant bien que mal les risques que peut poser ce type de technologie par des amendements dans le texte au cours des débats. Donc aujourd'hui, dans les Acts, on a des textes qui viennent encadrer ce type de système d'IA, mais on ne l'avait pas à l'origine. Donc on est un peu en retard, mais on essaye quand même de faire au mieux, en droit. Alors, ce que je peux dire, pour vous donner quelques pistes, d'accord, c'est qu'aujourd'hui, quand même, au niveau international, mais vous l'avez dit, on a des grands blocs qui tentent d'influencer la régulation à venir. Évidemment, quand on influence une régulation, on essaye de faire primer l'intérêt de son pays, ou de sa région. Donc, on a des grands blocs, évidemment, les États-Unis, la Chine, l'Union européenne. On a vu récemment l'influence américaine jouer au sujet de la convention cadre qui est actuellement qui va bientôt être adoptée au niveau du Conseil de l'Europe. Donc le Conseil de l'Europe, c'est une organisation internationale avec, je crois, mais vous le vérifierez, plus de 190 pays. Et dès lors que la convention cadre aura été adoptée, ratifiée, elle sera contraignante. Ça, il faut quand même se le dire, on est sur un texte contraignant de niveau international et on est dans le processus d'adoption. Et dans ce cadre-là, on a vu l'influence des États-Unis pour donner plus de souplesse, on va dire ça comme ça, en matière d'application du texte aux entreprises privées. Voilà, on verra comment chaque État décide de faire appliquer ce texte à ses entreprises privées. On voit évidemment l'influence de l'Union européenne avec cet EIA Act qui nous permet d'avoir un peu d'avance en termes de régulation. J'entends bien, je ne parle pas de la technologie, je dis bien en termes de régulation, l'EIA Act nous permet d'avoir un peu d'avance. Et je crois que l'EIA Act va s'appliquer très largement. C'est-à-dire qu'il va s'appliquer à des systèmes d'intelligence artificielle
qui produiront leurs résultats dans l'Union européenne, quand bien même le fournisseur qui développe le système n'est pas dans l'Union européenne. Donc, on aura un texte qui s'appliquera au-delà de l'Union. Et donc, ce qu'on cherche à faire avec ce type de champ d'application, c'est, à mon avis, on recherche ce qu'on appelle l'effet Bruxelles. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'effet Bruxelles, c'est le fait que la régulation de l'Union européenne va influencer le reste du monde. C'est parce que les organes, les législateurs européens sont à Bruxelles. Donc, on essaie de faire comme avec le règlement général sur la protection des données, le fameux RGPD, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il a un champ d'application qui dépasse les frontières de l'Union. Et ce qui s'est passé en réalité, c'est que les entreprises à l'extérieur ont dû se mettre en conformité pour pouvoir continuer à traiter des données de personnes situées dans l'Union. Et on a eu un effet boule de neige, c'est-à-dire que les pays étrangers ont été influencés par le RGPD au moment où ils ont eux-mêmes adopté leur propre loi. Et donc, on peut se dire que c'est ce qui va, on peut se dire que c'est ce qui est attendu, en tout cas, que c'est ce qui va se passer avec l'EIA Act, qu'il va influencer les autres États quand ils vont eux-mêmes adopter leur propre texte. Voilà. Je m'arrêterai là. Voilà, merci. Alors, merci à nos experts. Merci aux SEM, aux étudiants là, qui ont vraiment bien travaillé. Et je voudrais simplement, avec la dernière image, faire remarquer que, voilà, c'est parti, faire remarquer que les hommes de loi courent quand même, hein, et ils sont très proches du robot. Donc, il y a de l'espoir, et vous nous l'avez fait remarquer, qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites au niveau européen. Donc, allons-y et merci encore.